Bonjour, bienvenue sur le plateau d'À votre avis maître. Au sommaire, ce jour, nous allons vous parler de droit des nouvelles technologies et plus particulièrement du problème du recul de la vie privée pour les internautes face à ce monde sans limite qui est devenu celui des nouvelles technologies, du fait des progrès fulgurants des ordinateurs, des smartphones que nous utilisons tous. Il faut savoir que 71% des Français, au vu d'un rapport de la CNIL, considèrent que cette protection de la vie privée aujourd'hui est très insuffisante. Et pour cause. Nous sommes devenus des données en puissance. Or, sur Internet, toutes ces données se collectent, s'échangent. Que font les moteurs de recherche ensuite de ces données? Est-ce que nous sommes suffisamment protégés ou pas? Quelle est la réglementation applicable? Est-ce qu'elle est supranationale et est-ce que les gros moteurs de recherche étrangers sont assujettis à nos dispositions? Est-ce que même nous devrions renoncer à cette vie privée aujourd'hui pour être dans le coup et ne pas avoir un esprit un petit peu obsolète? C'est ce que prêchent certains et déjà il y a 15 ans, en 1999, le PDG de Microsystem disait ce slogan en anglais: You have zero privacy anyway, get over it. Vous n'avez de toute façon plus aucune vie privée, passez à autre chose, tournez la page. Mais les Européens ne l'entendent pas de cette oreille. Alors pour aborder l'ensemble de ces questions, je m'empresse de donner la parole à mes deux invités aujourd'hui, à savoir maître Hélène Choukri du barreau de Nice, madame Isabelle Cantero qui est juriste, vous êtes toutes les deux, vous exercez toutes les deux au sein du cabinet Caprioli et Associés, qui a un cabinet à la fois à Nice et aussi à Paris. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ma toute première question, Isabelle Cantero, concerne les risques pour les internautes, pour savoir exactement de quoi on parle. Alors, effectivement, l'internaute s'expose à de nombreux risques qui sont liés à un univers qu'on pourrait qualifier de sans limite, comme vous l'avez dit. C'est-à-dire que lorsqu'on parlait de vie privée traditionnellement, on considérait qu'il s'agissait d'une sphère relativement limitée, voire même très limitée, ayant trait à l'intimité en fait, de la vie privée, le domicile, la correspondance privée. Aujourd'hui, du fait du développement des technologies, alors qui sont plus nouvelles, technologies de l'information et de la communication, c'est-à-dire des équipements, tout le monde est doté d'un smartphone, à minima, d'un équipement portable qui lui permet de se connecter sur Internet, et puis des différents services offerts aussi dans cette ère du numérique, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, qui font qu'en réalité, on se trouve confronté, l'internaute et l'individu dans chaque stade de sa vie, se trouve confronté à une absence de maîtrise de cette vie privée et un déplacement de la sphère de l'intimité de la vie privée vers la vie publique, ceci étant, enfin dit entre guillemets, c'est-à-dire une exposition de sa vie privée. Les réseaux sociaux en sont un exemple flagrant avec malheureusement la presse qui se fait le relais de différents travers pris du fait de cette fuite d'informations et absence de maîtrise de l'information. Alors, juste pour vous donner un ordre d'idée, très récemment, la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de la CNIL, Mme Falque-Pirotin, parlait de datification du monde, c'est-à-dire que nous sommes en train de nous transformer en data, c'est pas très élégant, en données, et c'est une réalité. Dans le cadre, lorsque vous faites un paiement avec votre carte bancaire, lorsque vous allez chez le médecin avec la carte Vitale, lorsque vous avez votre carte de fidélité qui va signaler nous sommes des données. Voilà. Donc les risques pour l'internaute, c'est effectivement une fuite de ces informations le concernant. Maître Choukri, avant d'aborder les conseils juridiques, quels sont les premiers conseils de vigilance qu'on peut donner aux internautes? Alors, ces conseils de vigilance nous réfèrent un petit peu à nos pratiques quotidiennes. Nous avons tous plus ou moins une page Facebook, nous accédons, nous communiquons par Twitter, nous communiquons par des blogs, des forums, nous donnons nos avis, nous communiquons avec nos amis, nos intimes, notre famille par le biais de ces réseaux sociaux. Et ces conseils de vigilance sont plutôt des conseils qui relèvent de la prévention au quotidien, des bonnes pratiques à avoir en tête, à savoir que lorsqu'on vous dit effectivement que la vie privée est possiblement aujourd'hui une illusion, il ne faut pas perdre de vue que même si on communique sur un cercle fermé, par exemple sur Facebook, on a le sentiment, on a verrouillé, on ne communique et on ne diffuse les informations qu'auprès de nos amis, de notre famille et de nos intimes, en réalité, cette information qui reste dans le cercle fermé à un moment donné peut tout à fait être récupérée si un ami devient un ennemi demain. Il a accès à cette information-là, il la récupère et il peut tout à fait la publier ailleurs sur un réseau ouvert. Donc il faut quand même garder à l'esprit que tout ce que nous mettons sur la toile, sur l'Internet,
c'est quelque part quelque chose dont nous nous délestons. Donc, essayez d'avoir en tête le fait que ce que nous livrons, nous pouvons ne plus le maîtriser ensuite. Donc, peut-être un petit peu plus de retenue dans notre manière de communiquer. L'autre conseil pratique qu'il faut donner, c'est un conseil de prévention et de protection particulière auprès des personnes vulnérables. Je penserai notamment aux enfants, aux jeunes, qui sont particulièrement exposés, puisque particulièrement tentés et appelés par toutes ces nouvelles technologies et cette manière de communiquer, et pour lesquels l'impact imprévisible peut être particulièrement douloureux et parfois même dramatique. Très brièvement, j'évoquerai cette affaire de mademoiselle Amanda Todd au Canada, qui a eu un retentissement international, et cette jeune fille ayant à 13 ans fait une mauvaise rencontre sur Internet, donc à un moment donné s'est mise à nu, et elle a subi un chantage odieux. Elle a eu beau déménager, changer de lieu, d'école, de lieu de vie et d'environnement. Ça l'a poursuivi jusqu'au bout. Donc effectivement, le réseau nous poursuit où que nous soyons et quelle que soit l'époque. Et ça a fini de manière dramatique puisqu'elle s'est suicidée en laissant comme legs testamentaire des espèces de post-it dans lesquels elle a expliqué quel a été son calvaire et sa descente aux enfers. Les législateurs se sont emparés de cette réalité et ça a fait évoluer le droit. Mais pour en revenir au Conseil, il faut être particulièrement vigilant des mesures de précaution et de la pédagogie adaptée aux risques nouveaux auxquels nous sommes tous exposés. Tout à fait. Un ajout aussi, c'est sur la surveillance par Internet. Les parents sur les enfants, les conjoints jaloux, les employeurs sur leurs salariés. Attention, tout peut se voir sur Internet. Moi, dans mon domaine du droit de la famille, je peux vous dire qu'on voit les dégâts au quotidien que cela peut causer. Pour la réglementation, concernant ces questions spécifiques du recul de la vie privée face aux technologies, vous l'avez dit, qui ne sont plus si nouvelles que ça, mais en matière de communication et d'information, quelle est-elle, cette législation spécifique? Alors d'abord, est-ce qu'elle est nationale, européenne ou internationale? Est-ce qu'elle est suffisamment efficace face à ces progrès fulgurants? Alors, juste pour déjà d'un point de vue sémantique préciser ce dont il est question, effectivement on parle de vie privée, mais la vie privée confrontée aux technologies d'information et de la communication prend comme terminologie la protection des données à caractère personnel. Puisque comme on le disait en amont, en fait la vie privée s'analyse en termes de données à caractère personnel, c'est-à-dire des données que l'on va communiquer, des informations qui permettent d'identifier les personnes de façon directe ou indirecte. Le GPS par exemple dans votre voiture permet de vous identifier indirectement. Donc à l'évidence c'est un ensemble énorme d'informations qui sont communiquées, collectées. Alors pour la réglementation, on dispose effectivement d'une réglementation internationale avec la Convention 108 qui a été adoptée en 1991. Ensuite, on a également et surtout un dispositif européen et français. Alors l'européen, c'est la directive 95/46 actuellement qui est applicable. Et au niveau français, cocorico, puisqu'on était présent avant l'heure sur la protection des données avec la loi de 78. Donc on dit qu'il s'agit de la loi de 78 modifiée, puisqu'elle a été modifiée suite à la transposition de la directive. Le problème est que quand on annonce les dates, 95, 78, on s'aperçoit que c'était au début, en réalité, alors pas de l'informatique, mais en tout cas prémisse d'Internet, et donc très largement obsolète aujourd'hui, inadapté, et inadapté notamment au contexte de la mondialisation, puisqu'il est bien question d'une explosion des frontières, comme Hélène le soulignait. Le réseau social, par exemple, Facebook pour le citer, n'a pas de frontières. Donc notre réglementation aujourd'hui, bien que très protectrice, malheureusement se trouve très étriquée. Et c'est ce qui explique notamment que dans un souci de renforcement de droits des personnes au sens large, toute cette réglementation est actuellement en révision et on attend ardemment l'adoption du futur règlement européen déposé par la Commission dans sa première version en 92. Et pour la mauvaise nouvelle est que c'est un texte qui actuellement a connu presque 4000 amendements. Donc ça atteste du fait que le sujet est vraiment, très compliqué, vraiment au cœur des débats. Beaucoup de temps, mais dans cet espace-temps, on est mal protégé. Est-ce que, Maître Choukri, parallèlement à cette réglementation spécifique, il y a des applications de principes de droit commun, de respect de la vie privée, de l'image, qui peuvent être appliquées en la matière? Alors, effectivement, le développement de ces nouvelles technologies est venu interpeller le droit tel qu'il était et pas forcément préparé à cette confrontation et à ces évolutions-là. Donc, il a bien fallu trouver des solutions.
Donc on a puisé dans le droit qui était déjà en place et on a quelques moyens, quelques fondements sur lesquels on peut s'appuyer et interagir, et notamment les plus consacrés, c'est toutes les procédures de droit de la presse qu'on appelle dans le jargon, mais qui relèvent de la diffamation, de l'injure. Après on a toutes les qualifications autour de l'atteinte à l'image, protégés par le Code civil, par le Code pénal également. On a également pour les personnes morales le fondement du dénigrement. Donc on a des moyens, on a des outils qui se sont peu à peu, alors qui essayent bon an mal an de s'adapter aux contraintes et aux défis que posent les nouvelles technologies, parce que c'est plus la même manière de communiquer, la même manière de diffuser. Quelque chose qui était diffamant dans de la presse écrite prend une autre proportion quand il s'agit par exemple d'un blog sur Internet. Vous imaginez bien l'aura et le public auquel on s'adresse et la difficulté en plus de maîtriser et d'identifier la personne derrière. Donc ce sont autant de défis que le droit commun va devoir aussi essayer de résoudre. On a des procédures aussi qui sont de plus en plus dédiées. Donc on a des éléments autour de la possibilité d'intervenir auprès des hébergeurs, des éditeurs, des fournisseurs d'accès Internet, par des procédures spécifiques, mais brièvement l'article 6 de la loi sur la confiance en économie numérique. Donc peu à peu, le législateur s'est emparé à adapter. Maintenant, il faut quand même être lucide. On est encore loin du compte. Sur le terrain du droit commun, en tout cas, il y a encore du travail à faire. Ce n'est pas encore un droit qui est tout à fait adapté à ces réalités qui sont très, très mouvantes. Et dès qu'on arrive à enfin transposer sur le droit, enfin, faire en sorte que le droit commun s'y adapte, tout de suite après, on en a une autre atteinte qui apparaît. Donc, et Madame Canteroux, dans cette législation spécifique, quels sont les principes essentiels, les basiques? D'accord. Alors, au niveau de la protection, que ce soit au niveau européen comme au niveau français, on a 6 grands principes de protection. À titre principal, et celui vraiment, je dirais, qui est fondamental, est celui de la collecte qui est dite loyale et licite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'on ne collecte pas de données d'informations sur une personne à son insu. Or, malheureusement, c'est ce qu'on peut constater sur les grands, notamment réseaux sociaux et moteurs de recherche, Google et les autres, pour ne pas les citer, qui collectent des données. Lorsque vous faites des requêtes, en fait, collectent des données vous concernant. Autre principe, un principe de sécurité et de confidentialité des données, c'est-à-dire que normalement, on doit prendre toute mesure pour empêcher que des tiers non autorisés accèdent à vos données. Encore une fois, ce qui n'est malheureusement pas le cas selon certaines technologies et services proposés. Également et surtout, on considère que des données dites sensibles nécessitent une protection spécifique, les données relatives à la santé, les données relatives à l'appartenance religieuse, politique, ethnique. Voilà. Donc on a tout un cadre à partir de principes qui permet normalement, sous réserve de son respect, de protéger l'intimité de la vie privée. Très bien. Alors un des gros problèmes qui se posent, c'est le problème par exemple de la e-réputation. Comment maîtrise-t-on sa e-réputation? Comment éviter qu'on ne la dégrade concrètement? Alors, la e-réputation, effectivement, c'est quelque chose qui n'est pas réellement nouveau. La réputation a toujours été quelque chose qui a animé et obsédé nos sociétés. Brassens, quand il chantait en 52 la mauvaise réputation, on est déjà dans le sujet. Donc, savoir quand est-ce qu'on bascule dans la bonne ou la mauvaise réputation. Et la e-réputation, c'est notre réputation telle qu'on la retrouve sur Internet, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc, e-réputation, ça n'est pas forcément adjoint à la mauvaise réputation. La question, effectivement, c'est comment la maîtriser, parce que tout ce qu'on vient de dire met en évidence le fait qu'on a des éléments de notre vie privée qu'on n'avait pas forcément vocation à délivrer, mais qui se retrouvent exposés. Alors là encore, on en revient à toutes les mesures de précaution qu'on énonçait en début. Le but, c'est d'éviter ce que l'on appelle, dans le jargon aussi des internautes, le bad buzz. C'est d'éviter qu'à un moment donné, ça nous échappe.
ça aille trop loin. On a communiqué, on voulait que ça ait un certain effet, ça finit par en avoir un autre. Moi, je vais reprendre comme exemple que tout le monde doit avoir peut-être un petit peu en tête. C'était l'été dernier, lorsque La Redoute avait publié son catalogue, et qu'il y avait une petite photo avec des enfants jouant sur la plage, et en réalité certains internautes étaient allés regarder qu'est-ce qu'il y avait dans le fond de l'image tout en petit, etc. Et puis il y avait un homme nu qui était derrière. L'image a été agrandie, a été diffusée sur Twitter, tous les réseaux sociaux, etc. Bad buzz pour La Redoute, avec un certain nombre d'effets négatifs sur l'image de l'entreprise et sur les ventes nécessairement. Qui n'en avait pas besoin en plus à ce moment-là. Qui n'en avait pas besoin, effectivement. Donc ça montre vraiment que la maîtrise de son image, autrefois, bon, on livrait les choses, on livrait notre naturel. Je suis plus sûre qu'on puisse se permettre d'être parfaitement naturel ou nature comme on l'est dans notre intimité. Et quelles sont les possibilités d'action face à cette réputation qui pourrait déraper ? Là encore, les possibilités d'action, ce sera toutes les procédures que l'on a énoncées, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors soit on veut faire retirer rapidement des images compromettantes, et là on en passe par l'article 6 de la loi sur la confiance en l'économie numérique. On va s'adresser aux intermédiaires techniques, donc les fournisseurs d'accès Internet, les hébergeurs, les éditeurs. On leur notifie le fait qu'un contenu particulièrement préjudiciable figure sur le site. Soit ils l'entendent pas, et dans ce cas-là, on a des procédures dédiées, relativement rapides, devant les juridictions, et il faut ne pas hésiter à avoir recours à ces procédures, bon an, mal an, qui peuvent quand même avoir une certaine efficacité. En tout cas, c'est un remède nécessaire, pas forcément suffisant, mais absolument nécessaire. D'accord. Est-ce qu'il y a des sanctions spécifiques par rapport à cette réglementation Absolument. dédiée ? Alors on a des sanctions en fait à un double niveau. Depuis 2004, la Commission nationale informatique et liberté, qui est le régulateur, qui est l'autorité de contrôle, est habilitée à prononcer des sanctions administratives, même si le terme n'est pas ad hoc. Alors ces sanctions, il faut quand même savoir qu'elle est habilitée à prononcer des sanctions pécuniaires, injonction de cesser le traitement, avertissement, ce dont elle ne se prive absolument pas, et surtout elle publie les sanctions prononcées. Donc cette publication invite quand même les entreprises à être fortement, un peu plus, précautionneuses des données à caractère personnel de leurs clients ou de leurs salariés, selon le cas. Et en tout état de cause, les manquements à la loi informatique et liberté, c'est-à-dire aux principes de protection, de collecte loyale et licite, d'une durée limitée de conservation des données, des mesures de sécurité à prendre, toutes ces obligations faites aux entreprises, faites à tout responsable de traitement traitant des informations personnelles, les manquements sont également sanctionnés pénalement aux articles 226, 16 et suivants, la peine pour les entreprises pouvant être portée à 1 500 000 € d'amende. Ceci étant, ce que l'on constate, c'est que, alors que la CNIL, encore une fois, était très active depuis de longue date, les sanctions judiciaires sont relativement rares. Voilà. Très bien. Autre gros problème, Maître Choukri, c'est l'usurpation d'identité sur Internet. Dans quelle finalité, quelle forme cela prend? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour être vigilant là-dessus aussi? Alors, là, effectivement, l'usurpation d'identité, c'est un cas très, très révélateur de l'état de notre droit. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même, juste pour l'usurpation d'identité simple, attendre 2011 pour avoir un texte dédié dans le code pénal. Et ce texte dédié sur l'usurpation d'identité a été introduit parce que l'usurpation d'identité sur Internet était en train de se propager. Donc ce texte, c'est l'article 226.4.1 du code pénal qui permet justement de réprimer cette usurpation d'identité, qu'elle soit dans la vie courante ou numérique. Alors, quelle forme ça peut prendre? Ça peut prendre toutes les formes, c'est-à-dire que quelqu'un capte votre identité ou des éléments de votre identité par un quelconque moyen. Donc, ça peut être quelqu'un qui vous connaît et qui reprend un petit peu vos éléments d'identification, votre nom, votre prénom, votre état civil, etc., et qui se fait passer pour vous sur un réseau social. Ça peut être ce qu'on appelle le phishing ou l'hameçonnage, c'est-à-dire vous avez des espèces de pirates de l'Internet qui vont vous envoyer un email en se faisant passer pour une administration quelconque ou par exemple EDF, GDF, et qui vous disent bon voilà, on est en train de mettre à jour votre compte, il faudrait que vous mettiez vos données, vos codes, etc. Et puis naïvement vous pensez, et vous avez une page qui est tout à fait vraisemblable, qui ressemble tout à fait à votre interlocuteur habituel. On peut se faire pirater aussi nos coordonnées bancaires. Vos coordonnées
données bancaires, votre banque, effectivement, peut être... Pour subir des escroqueries absolument. Et le but, justement, c'est absolument ça. Le but, ça peut être soit d'apporter atteinte à votre honneur et à votre image, soit au contraire d'essayer de retirer un bénéfice quelconque, et notamment l'escroquerie. C'est une des finalités les plus courantes. Et on commence à avoir de la jurisprudence qui émerge en la matière. On a notamment une affaire en avril 2013 qui a été jugée et qui a condamné Twitter à... Twitter avait déjà effacé, c'était une jeune femme qui s'était vue usurper son identité. Quelqu'un avait créé un compte Twitter avec son nom, son prénom. Et elle avait demandé l'effacement et le déréférencement de ce compte, puisqu'elle prouvait que ce n'était pas elle. Et Twitter ne voulait pas communiquer les coordonnées de l'auteur de ce compte fallacieux. Et Twitter a été condamné par les juridictions à communiquer toutes les données concernant cette personne, malgré tous les arguments que Twitter, évidemment, avait avancés, et notamment le fait que leur serveur était situé aux États-Unis et que, du coup, c'était une autre procédure qui était dédiée. Et là, pour le coup, les magistrats français ont fait leur travail jusqu'au bout, ont tenu bon et sont allés jusqu'au bout du processus et ont condamné Twitter avec un effet direct. Donc, le droit évolue. Il reste quand même insuffisant. On n'a pas assez encore de décisions en la matière. Alors, le recours à l'avocat dans tout ça paraît important. En ce qui concerne les entreprises, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien sûr. Alors, le recours à l'avocat, bien évidemment, est très, très utile en la matière, on l'aura compris. En amont, moi je dirais au niveau des entreprises, à des fins de conformité légale, c'est-à-dire un accompagnement dans l'entreprise afin de respecter les droits qui sont prescrits par la réglementation applicable, étant entendu que ces droits, en fait, pour l'entreprise, se traduisent en autant d'obligations à mettre en œuvre avec des procédures et des mesures. Et il me semble impératif que l'avocat, dans son rôle de conseil, puisse accompagner l'entreprise, l'administration et toute entité qui aurait la qualité de responsable de traitement au sens de la réglementation, c'est-à-dire toute entité qui collecte et traite des données à caractère personnel. Ceci étant, dès que j'ai un salarié, je suis déjà astreint à la loi informatique et liberté. Dès que j'ai 2 clients aussi, c'est-à-dire peu importe le nombre de personnes concernées, à partir du moment où je collecte des informations relatives à une personne, je suis déjà sous l'empire de la réglementation applicable en termes de protection des données. Donc pour les entreprises, le rôle du conseil est important en amont. Absolument. Pour avoir tout un tas d'informations, même avant d'avoir un problème. Et après, pour les personnes, en aval, quel est l'intérêt du recours à l'avocat pour se défendre lorsqu'il y a eu un problème qui s'est posé à eux? Alors on mesure au regard de tout ce qu'on vient d'exposer, toute la jungle de textes auxquels on est confronté, et puis la jungle d'atteintes auxquelles les personnes sont exposées. La matière est déjà transversale. Absolument. On voit, comme vous l'avez expliqué, qu'il faut faire un peu le marché dans différents principes de droit, Absolument. dans différentes matières même Absolument. du droit. Des nouveaux principes émergent, mais ce n'est pas encore ça et c'est très fluctuant. Et puis même quand une réponse est apportée, on voit qu'on est déjà dépassé. Absolument. Donc c'est sûr que pour y retrouver ces petits, je crois qu'il faut vraiment consulter des avocats comme vous, très spécialisés en la matière. L'avocat, en tout cas, là pour guider le justiciable, et en particulier quand c'est un individu qui est tout seul, isolé par rapport à la déferlante qu'il peut subir sur Internet. Les gens ne savent pas forcément que certaines choses sont prohibées sur Internet. On ne peut pas tout dire et tout faire sur Internet. C'est une idée qui se répand parce que la liberté d'expression... Parce que c'est ce qu'on voit aussi. On voit des choses tellement dramatiques. Mais parce que les gens ne réagissent pas, ils ne savent pas qu'ils ont des droits à faire valoir, ou alors ils le font mal. Ça aussi, c'est un autre problème. Ils vont sur la mauvaise voie de droit et ils s'étonnent que ça n'aille pas jusqu'à son terme. Donc l'avocat est un petit peu là pour remettre de l'ordre, remettre sur les rails, remettre sur la route et rassurer le justiciable sur le fait que quand il est victime, il est réellement victime aux yeux du droit et qu'il existe des choses, des procédures qui vont à l'issue le consacrer dans son rôle, dans son statut de victime et obtenir réparation. Alors voilà, face à des individus et aux personnes physiques, le rôle essentiel de l'avocat en tant qu'auxiliaire de justice, ça va être celui-là, ça va être de prendre par la main, de guider et d'accompagner jusqu'au bout du chemin pour ne pas laisser la personne toute seule face à toutes ces réalités, qu'elles soient sur le plan juridique ou sur le plan de l'Internet et la déferlante sur la toile. Pour conclure, Isabelle Cantero, les grandes lignes, le message prioritaire que vous voudriez faire passer au titre de la vigilance aux internautes qui nous regardent aujourd'hui sur Azure TV.
Alors moi, je pense que comme dans tout comportement ou sous toute casquette que l'on peut avoir dans le cadre de notre vie, il s'agit dans la pratique de ces nouveaux services d'être très responsable. On est aussi responsable des informations qu'on diffuse et que l'on collecte, mais a priori que l'on diffuse. Je pense que les réseaux sociaux n'ont rien d'intime. Et les communications, d'avoir conscience que voilà, on diffuse des informations sur notre vie privée et la préservation et la protection de cette vie privée nous appartient. Il convient d'être vigilant, c'est exactement ce que l'on a dit au début. Mais moi, j'insiste sur le caractère de responsabilité vis-à-vis de cette utilisation. En particulier, si je puis me permettre, à l'orée là, de Noël et des cadeaux, on voit une nouvelle déferlante qui s'appelle les objets connectés. Ces objets connectés qui vont permettre de donner une multitude d'informations destinées à aller sur des plateformes, destinées à être distribuées à on ne sait qui. Voilà, moi j'invite vraiment très fortement toute personne à être très vigilante quant aux informations communiquées pour l'instant à son insu, malheureusement, à l'égard de ces différentes technologies. Le message est clairement passé. Faites attention donc. Merci beaucoup à toutes les deux pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir pour ma part de vous retrouver le mois prochain pour un nouveau numéro d'À votre ami maître. Nous serons en 2015. À très bientôt.